Bonjour Madame la députée maire. Bonjour. Vous êtes députée UMP des Bouches-du-Rhône et maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien à l'agence InfoLibre. Ma première question portera sur la question de la GPA. En effet, vous avez déposé le 8 avril à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse, puis publié une tribune dans le Figaro intitulée GPA, non au proxénétisme procréatif. Pouvez-vous résumer votre avis sur le sujet à nos auditeurs? Aujourd'hui, la GPA est théoriquement interdite en France, mais dans la mesure où on fait en sorte que les parents qui achètent un enfant à l'étranger puissent le légaliser en France, ça veut dire qu'on autorise la GPA, mais qu'on l'interdit aux Françaises. Donc je suis particulièrement choquée par ce dispositif, d'abord parce que en faisant ça, on ment aux Français sur le contrat social et le contrat moral qu'on a passé aux Français, puisque le Premier ministre, la ministre de la Justice avaient dit que la GPA serait interdite. Et deuxièmement, on considère qu'il y a plusieurs catégories d'êtres humains, ceux qui peuvent acheter des enfants et puis ceux qui peuvent les fabriquer, et en tout cas qui sont considérés comme en quelque sorte des ventres. Alors c'est vrai que Pierre Berger s'était particulièrement illustré en disant qu'on pouvait louer le ventre d'une femme comme on pouvait louer les bras des ouvriers, mais là on assiste exactement à la même chose. Donc j'ai appelé ça du proxénétisme procréatif puisqu'il y a une relation marchande. Et je suis quand même étonnée que aujourd'hui, alors qu'on se pose la question sur la pénalisation du client de la prostituée, etc., que personne ne s'étonne et que personne ne soit choqué que le corps des femmes puisse être vendu pour abriter un enfant qu'un couple a décidé d'acheter. Et pourtant c'est ce qui se passe avec la GPA. Alors on passe, et en plus on passe du droit de l'enfant au droit à l'enfant aujourd'hui. Et on ne peut nier que la gestation pour autrui ou la gestation par autrui, c'est une façon d'acheter l'enfant en pensant que l'amour des parents va suffire, enfin l'amour des commanditaires va suffire à compenser tout et qu'on aura substitué les parents biologiques de cet enfant au profit de ceux qui auront décidé de l'acheter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de l'argent, on peut tout faire, s'aliéner le corps d'autrui, c'est-à-dire participer à la marchandisation du corps, au trafic d'êtres humains, parce qu'il s'agit du trafic d'êtres humains. Moi, je suis particulièrement effarée quand je lis des articles sur les fermes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, où en Inde, on a des dizaines de femmes qui portent l'enfant d'autres personnes, parce que ces autres personnes, que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, le problème est exactement le même, qui ont les moyens économiques de faire en sorte qu'elles abritent dans leur ventre un produit qui est destiné à la consommation d'autres, puisque cet enfant va être acheté. Puisqu'il y a toujours une relation marchande. De toute façon, il y a toujours une compensation financière. Et puis, il y a un risque physique pour la personne qui porte cet enfant, sans compter tous les dommages que ça peut entraîner. Je pense que c'est aussi nier ce qu'est une grossesse, parce qu'une grossesse, c'est pas simplement abriter un enfant, c'est aussi nouer une relation pendant la grossesse entre la mère et l'enfant. Et puis, ce n'est pas considéré qu'un enfant est une marchandise comme une autre. Donc aujourd'hui, avec la GPA, un enfant est une marchandise comme une autre. Et en droit français, ça s'appelle la territorialité. Ce qui est interdit sur le sol français, il est aussi interdit à l'étranger. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Ça s'appelle de la pédophilie et c'est interdit à l'étranger et c'est puni. Et on va rechercher ces criminels qui sont allés à l'étranger pour avoir ces relations qui sont interdites en France. Et bien pour la GPA, c'est interdit d'aliéner le corps d'autrui, c'est interdit la marchandisation du corps et donc il est normal qu'on n'autorise pas cette GPA en France, y compris quand elle se passe avec des personnes étrangères. En l'occurrence, je vous remercie. En l'occurrence, aujourd'hui, la France interdit la possibilité de recourir à ce mode de procréation sur le territoire français. Et vous évoquiez le concept de territorialité. Mais elle valide désormais toutes les GPA effectuées à l'étranger suite aux condamnations répétées de la Cour européenne des droits de l'homme.
Quelle est votre position face à cette contradiction? C'est pas la Cour européenne des droits de l'homme qui doit nous dire ce qu'on doit faire en France. En France, nous avons décidé, en tout cas c'est comme ça que le gouvernement a présenté les choses, que la GPA serait interdite. Donc si on fait en sorte que les enfants qui ont été achetés à l'étranger et fabriqués à l'étranger, on puisse les reconnaître en France, que ce soit via la Cour européenne des droits de l'homme ou par un autre stratagème, ça revient à dire que la GPA est permise. Et là on est quand même dans une hypocrisie sans nom. C'est-à-dire que les femmes françaises, elles sont peut-être trop bien, dans un pays trop développé, etc. Elles peuvent pas avoir recours, enfin elles peuvent pas être mères porteuses. Mais par contre, une indienne ou une africaine économiquement défavorisée, elle peut. Alors moi j'avoue que je ne comprends pas. Moi je crois quand même à une certaine universalité des droits de l'homme et de la protection et de la dignité humaine. Or là, c'est tout sauf de la dignité humaine. C'est un rapport de dominant à dominé, c'est-à-dire j'ai de l'argent. Pour plein de raisons, il n'est pas possible d'avoir un enfant naturellement. Donc j'ai droit à cet enfant puisque j'ai de l'argent, donc je l'achète. Donc moi j'avoue que je suis choquée et je pense que je crois que la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, s'honorerait à l'adoption d'une convention internationale contre la procréation et la gestation par autrui. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite parce qu'on ne peut pas interdire quelque chose en France et le permettre à l'étranger parce que ça revient à encourager cette sorte d'esclavage procréatif. Je vous remercie. Donc effectivement, la GPA est légale en Russie, en Inde, dans une partie des États-Unis notamment. Et elle est promue sur des sites internet étrangers en version française. Ce matin, par ailleurs, nous apprenions qu'Israël va évacuer en priorité du Népal, suite au tremblement de terre, 25 bébés de mères porteuses népalaises. À votre avis, donc, comment lutter contre cette mondialisation de la procréation assistée? Vous avez évoqué une convention internationale, et votre proposition de loi aussi, je pense, ébauche quelques pistes. Écoutez, moi je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question de la dignité humaine. Vous savez, on a eu ce débat il y a quelques années avec le trafic d'organes. Et il y a eu des conventions internationales qui ont été prises. Aujourd'hui, le trafic d'organes est réprimé. Là, ça revient un petit peu à la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas, aujourd'hui, en tout cas, c'est ma conception des choses, dire que l'on l'interdit dans notre pays, c'est notre choix, c'est le choix que les Français ont fait, c'est un choix de société, ils se sont très largement exprimés là-dessus, ils ont eu des assurances du gouvernement. Donc aujourd'hui, permettre cette GPA, alors qu'on sait toujours que c'est vrai que c'est une véritable industrie de la procréation, moi je suis opposée parce que je considère que les femmes ne sont pas des ventres à louer. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais c'est mon avis et c'est celui que je défends et je crois que c'est une partie de... c'est l'avis qui est partagé par bon nombre de nos concitoyens. Moi j'ai une autre conception de la dignité humaine et c'est pas parce que c'est permis partout dans le monde qu'on ne doit pas s'exprimer. Je pense qu'on devrait avoir ce débat sur la scène internationale et peut-être mettre certains pays devant leurs responsabilités parce que s'ils participent à ce trafic, moi je trouve que c'est pas digne de nations et de pays développés. En tout cas, il y a à chaque fois un asservissement économique. Donc, sous prétexte qu'il y a domination économique, il y a certaines femmes qui peuvent être considérées comme des ventres à reproduction et puis d'autres qui peuvent les acheter. Enfin, moi, ça me révolte. Il y a... excusez-moi, et en dehors du problème des femmes qui servent d'abri à ces enfants, je crois qu'il y a aussi la question de l'enfant. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant va savoir qu'il a été l'objet d'une transaction, d'une fabrication et d'une transaction économique et qu'on a décidé de l'acheter. Donc l'enfant devient un objet de consommation. Est-ce que c'est ce modèle de société que nous voulons? Moi non. Mais peut-être que d'autres oui, mais personnellement non. Il y a dans la majorité socialiste un certain nombre de députés qui sont eux-mêmes opposés à la GPA. Pensez-vous que votre loi puisse être votée et adoptée?
Je pense qu'effectivement, mon texte pourrait faire l'objet d'une discussion dans une niche parlementaire du groupe UMP, parce que ce serait l'occasion de mettre le gouvernement devant ses contradictions, d'une part, et puis d'autre part de dire peut-être à la CEDH que nous, le débat, nous le voyons différemment. Et que en ce moment, la CEDH est en train d'outrepasser d'ailleurs ses fonctions vis-à-vis de la France en l'enjoignant à modifier ces textes parce qu'elle a une vision qui est différente de la nôtre. Moi, je crois que ce serait une bonne occasion pour la France de dire quelle est sa vision des droits de l'homme, où il place la dignité humaine et où il place l'enfant aussi dans la société. Est-ce qu'on considère que l'enfant peut être un objet de consommation ou pas? C'est une vraie question et un vrai débat que nous devons avoir. À partir du moment où on encourage la GPA en étant particulièrement hypocrite, parce qu'on dit non sur notre territoire, mais oui ailleurs, au motif que certains sont économiquement plus faibles, on encourage cette marchandisation. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Vous savez, il y a des pays aussi qui font payer leurs organes ou le sang. En France, c'est pas le cas. Donc on voit bien qu'on a une conception différente aussi du corps humain et de l'annihilation du corps humain. Donc est-ce qu'on accepte la vision des autres? Est-ce que parce que nous sommes minoritaires, nous avons tort? Toutes ces questions, je pense qu'elles méritent d'être posées, puisqu'on ne peut pas hypocritement être dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Alors je sais que l'industrie de la procréation, c'est 3 milliards de dollars par an, que ça profite grassement à de nombreux intermédiaires qui viennent d'ailleurs faire la publicité en France de leurs exactions, parce que je pense que l'exploitation du corps humain, pour moi, est quelque chose qui doit être réprimé. Donc soit on a le courage de ses opinions, soit on l'a pas. Vous parlez de droit supérieur de l'enfant dans votre proposition de loi et non pas de droit supérieur à l'enfant. Oui. La difficulté en même temps, il me semble, c'est que on parle de droit de l'enfant alors que finalement, si le recours à la GPA est interdit, l'enfant ne naîtra pas. Il y a peut-être des modifications à faire sur l'adoption, sur d'autres sujets, mais l'enfant, il naît parce qu'il est acheté et parce qu'il fait l'objet de l'exploitation du corps d'une autre. Donc, qui est sa mère, en tout cas, peut-être pas biologique, parce que ça peut être aussi avec les ovocytes d'une autre femme, mais en tout cas, c'est celle qui l'abritera pendant un moment et qui nourra des liens particuliers avec lui pendant toute sa grossesse. Chacun sa conception de la protection de l'enfance. Moi, je considère que quand l'enfant va savoir qu'il a été acheté, c'est peut-être quelque chose de particulier. Quand l'enfant va savoir qu'on lui a substitué ses parents et qu'il a fait l'objet de toute une transaction économique, qu'il n'est qu'un maillon dans la chaîne de l'industrie de la procréation, c'est peut-être aussi quelque chose qui est compliqué à assumer. Donc, chacun sa conception des droits de l'enfant. Je pense qu'il y a aussi une chose très importante par rapport à la GPA, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire en France que c'est une fraude de procéder à la GPA et avaliser cette fraude. À un moment donné, on ne peut pas récompenser la fraude. Et c'est pourtant ce que l'on fait avec ce que la CEDH nous demande. Parce que si la CEDH avait été contre, elle aurait dû intervenir à ce moment-là et qu'on ait un débat au moment où on en a parlé en France à l'occasion du mariage pour tous ou à l'occasion des lois de bioéthique. C'était à ce moment-là qu'elle devait intervenir en disant non, je ne suis pas d'accord, à partir du moment où un enfant naît de la GPA, il faut que vous changiez la loi. Or, en France, on en a décidé autrement et ça fait partie de notre souveraineté nationale. Donc aujourd'hui, moi je suis particulièrement gênée pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons juridiques, parce que la CEDH fait en sorte que la fraude, elle est couverte, elle est même récompensée par les décisions qu'elle contraint la France à adopter. Donc moi aussi, là aussi, je suis choquée par cette ingérence. Oui. Mais quelle solution préconisez-vous dans la mesure où la France effectivement est contrainte juridiquement d'obéir aux décisions de justice portées par la CEDH? Je pense qu'on est dans un faux débat parce que ces enfants, ils ont une nationalité, celle du pays où ils sont nés, et ils ont des parents, en tout cas ils ont une mère, celle qui a accouché, et ils ont aussi un père, celui qui reconnaît cet enfant. Donc aujourd'hui, on est strictement dans un faux débat. En fait, pourquoi on veut faire en sorte que ces enfants dont on dit qu'ils sont sans passeport, les fantômes de la République, etc., c'est un faux débat. Le débat c'est que les parents qui l'ont acheté
veulent que le produit qu'ils ont acheté revienne en France. Donc le droit de l'enfant, il est où? C'est le droit des parents dont on parle. Parce que l'enfant, il a une maman, celle qui l'a porté, enfin jusqu'à présent c'est comme ça que ça passe, puis il a un papa, celui qui va le reconnaître. Donc il n'y a pas de souci de nationalité, il n'y a pas de souci de parentalité. Jusqu'à présent on n'a pas trouvé un autre système, il faut toujours un homme et une femme pour faire un enfant, même si on peut fragmenter le processus de la procréation. Donc pour moi il n'y a pas de souci particulier, si ce n'est que là on veut faire porter à la société moralement le poids de cette transaction en la culpabilisant et en créant des faux problèmes pour cet enfant. Cet enfant, il a une maman. Cet enfant, il a déjà un papa aussi. Donc c'est parce que d'autres personnes ou un des deux parents en a décidé autrement, on se retrouve devant un problème juridique. Mais ce n'est pas un problème juridique lié à l'enfant, c'est un problème juridique lié à la fraude des parents. Enfin, de ceux qui se prétendent être les parents. Vous avez pris part au rassemblement marseillais du week-end à l'occasion des cérémonies du centenaire du génocide arménien. Et vous aviez déposé en décembre 2011 une proposition de loi pour punir la négation du génocide arménien, reconnue par la France depuis 2001. Et le 13 mars dernier, vous en avez déposé une relative à la reconnaissance du génocide assyrien de 1915. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ces sujets vous tiennent à cœur ? Alors, premièrement, je dois vous dire que la loi que j'ai déposée en 2011, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale puis le Sénat. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a retoquée. Donc, elle visait à donner une suite pénale à la reconnaissance du génocide la reconnaissance du génocide de 1915, la loi de 2001 qui reconnaissait l'existence du génocide arménien. Puisque autant la Shoah autoporte un dispositif de pénalisation du négationnisme, malheureusement le génocide de 1915 c'est une simple déclaration de reconnaissance de l'existence de ce génocide, mais il n'y a pas de pénalisation du négationnisme. Or, pour le génocide de 1915, on assiste quand même à un négationnisme très particulier, puisque nous assistons à un négationnisme d'État, d'une part, et que d'autre part, il n'est pas fait justice aux survivants, à leurs descendants, et aujourd'hui, on voit bien que cette absence de reconnaissance nous conduit à observer de façon tout aussi impuissante qu'en 1915 un nouveau génocide par les mêmes au même endroit. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi qui vise à reconnaître le génocide assyro-chaldéen, en fait, de tous les chrétiens qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait les Grecs pontiques, les Coptes, les protestants, les catholiques, les Arméniens, etc. On parle du génocide arménien. Pourquoi? Parce que la diaspora arménienne a permis qu'on en parle, d'une part, et parce que même s'il est extrêmement réduit par rapport à ce qu'il était auparavant, il y a un État arménien. Or, les chrétiens d'Orient, en général, hein, c'est le terme, les chrétiens d'Orient ont vécu depuis l'islamisation de la zone, puisque je rappelle que c'était eux qui étaient là avant, hein. Il y avait donc les Yazidis, qui sont les Zoroastres, en fait, qui étaient la population endémique. Puis après, ça a été une des grandes terres de christianisation. C'est quand même là le seul endroit du monde où on parle la langue du Christ, on parle l'araméen. Et donc, quand ces zones ont été islamisées, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais ces chrétiens ont vécu sous la dhimmitude, c'est-à-dire sous le joug de l'islam, c'est-à-dire qu'ils étaient, c'était des sous-hommes, pas le droit d'être armés, un impôt spécial, enfin bref, je ne vous décris pas tout ce que ça peut être. Et donc en 1915, il y a eu deux génocides, un qu'on connaît aujourd'hui et pour lequel tout a été dit et pour lequel enfin un siècle après, sauf la Turquie et l'Azerbaïdjan, la communauté internationale reconnaît l'existence de ce génocide, et puis un autre, celui de tous ces chrétiens qui ont été massacrés dans les mêmes conditions absolument abominables et dont on parle peu parce que la diaspora s'est organisée de façon extrêmement différente. Et puis certains, les survivants, sont restés sur place. Or,
toutes ces brimades, tous ces massacres ont conduit quand même une très forte immigration dans les années 70, donc des chrétiens, pas forcément d'Arméniens, mais ce qu'il en restait, de Turquie, de Syrie et d'Irak, mais surtout de Turquie, qui sont partis en Europe parce que le poids de la dimitude était trop fort. Et il y a eu cette première vague d'immigration. Et aujourd'hui, moi, dès l'année dernière, et d'ailleurs j'avais pris la parole à l'Assemblée nationale en juillet 2014 pour dénoncer déjà le génocide, et j'avais dit que c'était un véritable génocide qui était en train d'être perpétré en Orient. À l'époque, personne n'en parlait, et surtout on ne voulait pas en parler. C'est vrai que la condition des chrétiens dans le monde n'intéressait pas. On avait même passé sous silence le fait que les petites Nigérianes qui avaient été enlevées parce qu'elles étaient chrétiennes et animistes. Donc on a mis des semaines à dire qu'elles l'étaient, et depuis tout le monde les a oubliées, les pauvres gamines. Je ne sais même pas ce qu'elles sont devenues, et personne ne les cherche en plus, ce qui est absolument épouvantable. Il n'y avait pas eu non plus ces horreurs au Kenya, où on a séparé les étudiants chrétiens des étudiants musulmans pour massacrer les chrétiens. Donc aujourd'hui, il y a un début de prise de conscience de ce génocide en Orient, et puis surtout de la situation des chrétiens dans le monde, qui est absolument épouvantable. Et d'ailleurs, pas plus tard que samedi, à Marseille, il y a eu un prix littéraire qui a été décerné à Monseigneur Di Falco pour l'ouvrage qu'il a coécrit avec d'autres sur le livre noir de la situation des chrétiens dans le monde, qui est absolument édifiant, où on voit jusqu'où ça va. Enfin, pour en revenir précisément à votre question, moi, j'ai été toujours très sensible à cette problématique de la pénalisation du négationnisme pour le génocide, pour tous les génocides reconnus par la loi française. Donc j'insiste bien sur le fait que le texte de loi qui a été voté en 2012 au Sénat, après le vote en décembre 2011 par l'Assemblée nationale de ma loi, c'était vraiment pour pénaliser le négationnisme de tous les génocides par la loi française. Or, il se trouve qu'il y en a deux aujourd'hui, la Shoah et le génocide de 1915. Malheureusement, ce texte n'a pu aboutir pour des raisons que vous connaissez, puisque le Conseil constitutionnel l'a retoqué. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai déposé un nouveau texte en novembre 2014, où j'ai complètement changé le point de vue juridique pour créer un délit de négationnisme, et donc je l'ai inscrit dans le code pénal, et non plus, et ça ne concerne plus la liberté d'expression, mais ça concerne le code pénal au même titre que les crimes de génocide, le recel de cadavres ou autres horreurs qui constituent le code pénal, de façon à faire en sorte que le négationnisme puisse être sanctionné, parce que vous savez que le droit français est un droit très particulier, c'est-à-dire qu'il ne déclare pas, il doit faire grief, et qu'il fallait abriter ce texte, et aussi la Shoah, qui, je le rappelle, n'a jamais fait l'option d'une question préalable de constitutionnalité, et donc qui est un texte qui peut être fragilisé. Et on voit bien tout l'intérêt aujourd'hui, non pas de commémorer pour commémorer, mais que la loi fixe des limites et nous permette d'agir. On peut vraiment se poser la question sur le plan des droits de l'homme et sur le plan de l'action politique aujourd'hui. Si ce génocide de 1915, que ce soit celui des Assyriens d'ailleurs ou des Arméniens, qui est le même, hein, puisque c'est quand même la volonté d'éradiquer tous les chrétiens de la zone, leur volonté qui est en train d'être réalisée malheureusement, si la communauté internationale avait réagi en pénalisant le négationnisme, peut-être qu'aujourd'hui nous n'en serions pas là, et peut-être que nous ne recommencerons pas à assister encore une fois impuissants au génocide actuel. Et moi j'ai été choquée, je vous dis, dès le début des exactions particulièrement ciblées, même si c'était le cas, parce que depuis la guerre en Irak, on sait très bien que c'était les chrétiens qui étaient enlevés le plus souvent, assassinés en premier, etc. etc. hein. Donc ça fait des années qu'on le sait, mais personne n'en parlait. On était dans je ne veux pas dire une négation, parce que c'est pas ça, mais dans une sorte d'indifférence, ou même parce qu'ils étaient chrétiens, il ne fallait pas en parler. Mais aujourd'hui, les horreurs sont tellement évidentes et sautent à la face du monde que tout le monde parle de génocide. Et moi, dès l'an dernier, j'étais absolument choquée de me dire qu'on est à la veille du centenaire du génocide de 1915, et on recommence sur le même territoire par les mêmes, pour les mêmes raisons. Donc, à un moment donné, il est urgent d'agir. Or, pourtant, nous sommes toujours impuissants.
et il n'y a jamais rien qui se produit. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas une seule mesure qui nous permette de faire en sorte que ce génocide s'arrête. Et à 4 heures d'avion, on assiste à l'assassinat de la matrice de notre civilisation et même du berceau de l'humanité, puisque c'est quand même là que sont nées les premières civilisations. Et cet État islamique n'a qu'une envie, c'est de détruire tous les vestiges de personnes ou de traces différentes de leur état abominable, puisque vous avez vu qu'ils ont détruit tous ces chefs-d'œuvre du berceau de l'humanité. Donc c'est quelque chose de gravissime qui est en train de se passer. Et nous ne faisons rien. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu à la fois faire en sorte qu'on arrive enfin à pénaliser le négationnisme pour le génocide de 1915 reconnu par la loi française, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, que l'on parle du génocide des Assyro-Chaldéens. Donc mon texte est simple, hein. Il dit simplement qu'on reconnaît l'existence du génocide assyro-chaldéen, enfin des chrétiens d'Orient, si vous voulez, pour aller plus vite, et que c'est le 24 avril également, puisqu'il s'est passé à la même époque, dans les mêmes circonstances et avec les mêmes horreurs. Voilà, parce que je pense que c'est important de le dire, parce qu'une fois qu'on a dit les choses, eh bien on peut espérer que ça ne se répète pas, puisque vous savez que la particularité du négationnisme et du crime de génocide, c'est non seulement d'assassiner, mais d'effacer les traces de son crime. Et d'ailleurs, Hitler le savait bien, puisque quand il rédigeait Mein Kampf, il disait « mais qui se souviendra du massacre des Arméniens ?» Et il employait le mot massacre, puisque vous savez que le mot génocide a été créé, et ça aussi c'est quand même un signe de l'histoire, par Raphaël Rimsky, qui est un juif rescapé du ghetto de Varsovie et qui a pris le terme grec génos, qui veut dire les gens, la population, et sid, qui veut dire mourir, tuer. Donc on est bien là dans une cohérence, et moi ce que je souhaite, c'est qu'au pays des droits de l'homme, encore une fois, cette question de la dignité humaine, eh bien, elle soit traitée, et qu'aujourd'hui il y ait justice et réparation. Justice, c'est reconnaître, justice, c'est pénaliser, et puis c'est dire aussi à tous ces États complices, parce que l'État islamique, il ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. La plupart des terroristes qui viennent d'Occident passent par la Turquie. L'argent coule à flot, et les complicités également. Donc quand un pays comme le nôtre dit stop, non seulement on reconnaît le génocide, mais on pénalise le négationnisme, ça veut dire qu'il impose aussi sa voix sur la scène internationale, ça veut dire aussi qu'il dit aux autres, rejoignez-moi dans ce combat des droits de l'homme et faisons en sorte que ce crime de génocide qui est actuellement en train d'être perpétré s'arrête. J'aimerais vous poser une question additionnelle à ce sujet. La France, rappelons-le, n'a pas été impliquée directement dans ces crimes de masse que vous souhaitez. Enfin, il y a déjà effectivement le génocide arménien qui est reconnu par la loi française. Vous souhaitez l'étendre au génocide assyro-chaldéen. Et pourquoi la France, qui n'a pas été impliquée dans ces crimes de masse, devrait, selon vous, inscrire dans sa loi leur reconnaissance, enfin je parle de la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen, voire pénaliser leur négation? Alors, pour plusieurs raisons, la France n'a pas été impliquée, mais je me permets de vous rappeler deux choses. Bon, la France est la fille aînée de l'Église, mais elle est protectrice des chrétiens d'Orient depuis François Ier, depuis 1535, depuis la rencontre entre François Ier et Soliman le Magnifique. D'une part, d'autre part, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais la France a été partie prenante dans les accords Sykes-Picot qui ont délimité tous les contours du Moyen-Orient, et enfin pas que du Moyen-Orient, mais notamment du Moyen-Orient à cette époque. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a une responsabilité historique, mais aussi une responsabilité morale. Et je pense que c'est très important que la France le reconnaisse, pour que la France, qui est quand même un grand pays, même si dans le concert des nations, la 5e ou la 6e puissance du monde, mais aussi qu'elle se rappelle à son devoir historique, à son devoir de mémoire et à son devoir actuel, c'est-à-dire d'être leader sur la scène internationale pour entraîner les autres pays dans le concert des nations pour dire stop, on arrête aujourd'hui, il y a un génocide qui est perpétré.
il faut que ça cesse et pas qu'on vienne après pour compter les cadavres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. À force de ne rien faire, on ne va avoir qu'un rôle d'observateur et on va compter les cadavres. Or, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sauve ce qui peut l'être, on sauve les traces de cette civilisation, on sauve les traces de cette civilisation qui est le berceau de la nôtre, qui est le berceau de la civilisation du monde, parce que c'est là quand même qu'on retrouve parmi les premières traces de la civilisation humaine. Et je crois que c'est important qu'un pays comme le nôtre puisse participer à cet arrêt. Et sur la scène internationale, affirmer de telles choses, c'est aussi dire stop aux complices actuels de l'État islamique avec lesquels parfois nous entretenons de bonnes relations. Et donc ça aussi, il faut l'arrêter. Ça répond à votre question ? Oui, ça répond à ma question. Mais Ah oui, ce que je peux dire aussi, que cette reconnaissance du génocide, c'est pas une loi mémorielle. Même si notre pays, et tous les pays d'ailleurs, sont jalonnés de lois mémorielles, hein. La fête nationale, c'est issu d'une loi mémorielle, les défilés sont des lois mémorielles, même notre calendrier, on peut dire que c'est quelque chose qui fait appel à l'histoire et à la mémoire. Mais c'est normal parce que nous sommes le fruit de nos ancêtres et de notre histoire. Mais avant tout, je pense que c'est un texte pour agir aujourd'hui et pour se donner les moyens d'agir aujourd'hui et d'être efficace. En plus, nous avons sur notre sol une communauté de chrétiens d'Orient, très variée, hein, qui va de Syrie, Irak, Liban, Palestine, etc. Et donc, ces personnes sont françaises et nous leur devons aussi la protection. Et c'est la raison aussi pour laquelle moi j'avais agi au sein de la loi française par rapport à la pénalisation du négationnisme, parce que je souhaitais et je souhaite toujours protéger les descendants des victimes des génocides, protéger leur mémoire, mais aussi protéger leur intégrité. Donc nous ne sommes pas uniquement, et je crois que nous ne sommes pas dans la loi mémorielle, mais c'est simplement un problème de dignité humaine et c'est un problème de justice. Vous avez récemment effectué un voyage parlementaire en Russie et rencontré des membres de la Douma. Quelle est la position diplomatique que vous soutenez vis-à-vis de la Russie et que pensez-vous des sanctions imposées à la Russie par la France ? Alors, effectivement, moi je me suis rendue en Russie avec plusieurs parlementaires de tous bords différents, hein, je tiens à le dire, pour des raisons diplomatiques mais aussi économiques, puisque nous étions, la délégation a été conduite par Thierry Mariani, qui est le député des Français de l'étranger, en l'occurrence de la Russie, mais aussi par Jean-Paul Baquet, qui est le président de Business France, l'ancien Ubi France. Donc nous nous sommes rendus là-bas pour rencontrer nos homologues russes, parce que effectivement la situation que nous vivons est dommageable pour tout le monde, à mon avis, et que aujourd'hui on sait très bien que les sanctions elles pénalisent beaucoup la France, beaucoup la Russie, mais que par exemple elles profitent à d'autres pays comme les États-Unis, hein, qui ont vu leur balance économique avec la Russie augmenter pendant que nous on voyait la nôtre diminuer. Et puis je crois qu'il faut se parler. Nous sommes à la veille du 8 mai et du 9 mai. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que l'on commémore les 70 ans de la victoire sur le nazisme sans que des Français se rendent aux côtés des Russes ? Vous savez, quand je suis allée là-bas, avec mes collègues parlementaires, tous bords confondus, permettez-moi d'insister là-dessus, nous nous sommes rendus au monument de l'escadrille Normandie-Niemen pour déposer une gerbe en mémoire de ces milliers de Français et de Russes de 20 ans qui ont perdu la vie pour défendre notre liberté. Alors, si franchement vous pouvez trouver en moi une anticommuniste primaire revendiquée, néanmoins je pense que le peuple russe et le peuple français ont une histoire longue et commune et qu'il convient de renouer des liens avec eux.